Je m'appelle Thierry, j'ai 28 ans et je suis consultant en informatique. En cet instant, je suis assis au bord d'un débris métallique sur une plage déserte. Mon pantalon est déchiré, j'ai des égratignures sur les bras et les jambes et chaque muscle de mon corps semble protester à chaque mouvement. Il y a quelques heures à peine, je venais de survivre à un crash d'avion. Tout autour de moi, l'épave du Boeing est éparpillée. Des morceaux de fuselage gisent sur le sable, certains encore fumants, d'autres flottant au large. Une odeur de carburant flotte dans l'air, mélangée à celle du sel marin. Le contraste entre le bleu éclatant de la mer et les débris calcinés est saisissant. Je fixe cette scène d'horreur avec une seule pensée en tête, je suis vivant. Mais pour combien de temps ? Je repense à ma mère. Depuis des années, elle me supplie de l'appeler chaque fois que je prends l'avion. Hier soir, avant de décoller, elle m'a laissé un message vocal. « Thierry, appelle-moi avant ton vol, juste pour me rassurer. » J'ai ignoré son appel, pensant que ce n'était qu'une formalité inutile. Aujourd'hui, je regrette amèrement ce geste. Mon dernier SMS à mon meilleur ami me revient aussi en tête. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Simple vol d'affaires. » Ces mots, si insignifiants hier, prennent une toute autre dimension maintenant que je me retrouve ici, seul, sur cette plage, entre la vie et la mort. Je n'ai pas d'enfant, ni de partenaire à charge, mais j'ai une petite sœur, Elodie, de 6 ans, ma cadette. Depuis notre enfance, nous avons toujours été proches. Avant de partir pour ce voyage, je lui avais promis de l'emmener en vacances à la montagne. Elle m'avait répondu en plaisantant « Ne te perds pas au bout du monde avant qu'on parte ». Ces mots me hantent maintenant. Sa voix, si vive et pleine d'espoir, résonne dans ma tête. Elodie me reprochait souvent de trop voyager pour le travail, de ne jamais accorder assez de temps à ma famille. Aujourd'hui, c'est son visage que je vois quand je ferme les yeux. Cette pensée seule m'empêche de sombrer dans le désespoir. Je dois survivre pour elle. Les vagues continuent de ramener des débris sur le rivage. Certaines valises flottent encore, ouvertes, leur contenu éparpillé entre sable et mer. Mon estomac gargouille bruyamment, me rappelant que je n'ai rien mangé depuis des heures. Ma gorge est sèche et le goût salé de l'air marin n'aide en rien. Je plisse les yeux sous le soleil écrasant, essayant de distinguer des signes de vie ou de secours à l'horizon. Rien. Juste l'immensité de l'océan et cette plage isolée. J'entends un bourdonnement à peine perceptible au loin. Un moteur ? Non, c'est probablement mon imagination. Je commence à réaliser l'urgence de la situation. Sans eau potable et sans nourriture, mes chances de survie sont faibles. Je me sens pris au piège entre le soulagement et la terreur. D'un côté, je suis vivant. Le crash aurait pu me tuer comme tant d'autres passagers à bord. De l'autre, je suis seul, complètement isolé, sans signe de vie humaine aux alentours. Mon cœur bat à toute vitesse. Je ressens une panique sourde qui monte en moi comme une vague. Mes mains tremblent, j'essaye de me calmer, de réguler ma respiration. Thierry, calme-toi. Tu es encore en vie, agis maintenant, panique plus tard. Ces mots deviennent mon mantra. Je sais que rester immobile et me laisser submerger par la peur ne m'aidera pas. Je pense à Elodie. L'idée qu'elle ne sache jamais ce qui m'est arrivé est insupportable. Elle m'avait toujours dit que la famille est passée avant tout, et je l'avais souvent ignoré, absorbé par ma carrière et mes voyages incessants. Maintenant, tout cela semble si insignifiant. Nos disputes banales, nos différences d'opinion, tout cela n'a plus d'importance. Si je survis à cette épreuve, je lui dirai combien elle compte pour moi. Je veux lui prouver que je peux être présent pour elle, qu'elle peut compter sur moi. Mon père était marin amateur. Chaque été, il m'emmenait sur son voilier pour de petites expéditions côtières. J'étais un enfant nerveux, peu enclin à affronter les vagues et le vent. Il me disait toujours « La mer, c'est une épreuve. Elle te teste, mais elle te récompense si tu la respectes. » Ces souvenirs me reviennent maintenant avec une clarté étrange. Les leçons de mon père, auxquelles je n'avais jamais prêté attention, prennent un sens nouveau. La mer n'est plus une ennemie, mais une adversaire à comprendre. Ces pensées me donnent une certaine force pour affronter ce qui m'attend. Rester immobile ne m'aidera pas. Je décide d'explorer les environs. Peut-être y a-t-il d'autres survivants ou des ressources parmi les débris. Je commence par fouiller les valises échouées sur le rivage. Dans l'une d'elles, je trouve des vêtements secs, quelques barres énergétiques et une trousse de secours. Je me sens un peu plus en contrôle, mais la peur ne disparaît pas. Il faut continuer. Avant de partir plus loin, je vérifie mes blessures. Quelques coupures superficielles, mais rien de grave. Je prends le couteau trouvé dans la trousse de secours et noue solidement mes lacets. Une bouteille d'eau, presque pleine, est coincée sous un débris. Je la récupère.
Le soleil est haut dans le ciel et l'air chaud pèse sur mes épaules. Chaque pas sur le sable brûlant est un effort, mais je sais que je dois avancer. Au loin, j'aperçois une silhouette. Mon cœur s'emballe. Je crie pour attirer l'attention, mais elle ne réagit pas. Je m'approche prudemment. C'est un homme allongé sur le sable, inconscient. Il respire encore. Mes maigres connaissances en premier secours me suffisent pour le ranimer. Il murmure un nom, Romain. Ce n'est qu'un début, mais je ne suis plus seul. Alors que j'essaie de m'occuper de Romain, les vagues montent et menacent d'emporter les provisions que j'avais réunies. Je suis confronté à un choix difficile. Sauver mes ressources ou aider cet homme. Je choisis de rester à ses côtés, espérant ne pas regretter ma décision. Ensemble, nous cherchons un endroit plus élevé pour être à l'abri. Une fois réveillé, Romain m'apprend qu'il était près du cockpit au moment du crash. Il a vu des flammes et entendu des cris avant l'impact. Il murmure quelque chose sur une explosion, laissant entendre que tout cela pourrait ne pas être accidentel. Ces mots résonnent en moi comme un avertissement. Mais pour l'instant, nous devons survivre. Je suis partagé entre la colère et l'incrédulité. Si le crash était intentionnel, qui aurait pu faire une chose pareille et pourquoi ? Romain semble tout aussi perdu que moi, mais nous convenons de mettre cette théorie de côté pour l'instant. La priorité est de trouver de l'eau, de la nourriture et de penser à un plan. Désormais deux, nous décidons de fouiller la plage ensemble. Romain est encore faible, mais il insiste pour m'accompagner. Nous trouvons des débris utiles, des morceaux de tissu, des bouteilles vides et un sac à dos épargné par les vagues. Nous utilisons ces trouvailles pour commencer à construire une base rudimentaire à l'abri du vent. En travaillant côte à côte, Romain et moi partageons nos histoires. Il est père de famille avec 2 enfants qui l'attendent à la maison. Ses paroles me touchent. Moi, je pense à Élodie. Nous réalisons que nous avons tous deux des raisons puissantes de survivre. Ce lien, fragile mais réel, nous donne du courage. En explorant les environs, je tombe sur un morceau de l'avion marqué à mon numéro de siège. La vision me ramène instantanément au moment du crash. Le bruit assourdissant, la sensation de chute libre, l'impact brutal. Je me réveille de ce cauchemar en sursaut, Romain me tapotant l'épaule pour me ramener à la réalité. Nous apercevons un groupe de survivants au loin. Certains semblent blessés, d'autres débattent violemment sur la marche à suivre. Devons-nous attendre les secours ou tenter de partir par nos propres moyens ? La tension est palpable. Romain et moi tentons de calmer les esprits. Soudain, un incendie se déclare dans un tas de débris imbibés de carburant. La chaleur est intense et les flammes se propagent rapidement. Les survivants paniquent, certains crient, d'autres tentent de s'éloigner du feu en courant dans toutes les directions. Romain et moi réagissons instinctivement. Je prends un morceau de tissu mouillé pour étouffer les flammes, tandis qu'il essaie d'organiser les autres pour apporter du sable et contenir l'incendie. Ça devient un combat acharné contre le temps et la chaleur. Une explosion menace lorsque nous apercevons un réservoir partiellement intact, non loin des flammes. Avec un effort collectif, nous parvenons à contenir le feu avant que le pire n'arrive, mais le stress est écrasant. Une fois le feu éteint, l'air est saturé d'une odeur âcre de fumée et de carburant. Certains survivants nous remercient, tandis que d'autres restent silencieux, encore sous le choc. Romain est épuisé, son visage couvert de suie. Je me sens vidé, mais étrangement satisfait. Nous avons évité une catastrophe majeure. Ce moment de crise semble avoir unifié le groupe. Nous décidons d'organiser une répartition des tâches. Certains chercheront des vivres, d'autres construiront des abris. Pour la première fois, un semblant d'ordre émerge. Alors que la nuit tombe, je m'assois seul, à l'écart du groupe, pour réfléchir. Je ne suis plus la même personne qu'il y a quelques jours. Je me rends compte que j'ai changé. Ce n'est plus le Thierry consultant en informatique, obsédé par les délais et les performances. Ici, face à la nature et à la mort, j'ai appris à prioriser l'essentiel. J'ai pris des risques, j'ai affronté mes peurs. Je pense à Élodie et à tout ce que je veux lui dire si je rentre. Ce soir, je ressens un mélange d'épuisement et de fierté. Les survivants commencent à travailler ensemble de manière plus coordonnée. Nous récoltons ce qui reste utilisable parmi les débris. Des morceaux de métal pour fabriquer des outils rudimentaires, des tissus pour nous protéger du soleil et des restes de vivres. Romain et moi discutons des prochaines étapes. Il évoque un détail troublant. Il a vu des étiquettes de bagages dans une zone qui ne devrait pas avoir été impactée. Cela relance les interrogations sur les causes du crash, mais nous convenons que la priorité reste la survie. Chaque jour, nous établissons une routine. Nous filtrons de l'eau en utilisant des morceaux de tissu et des débris, nous ramassons des coquillages et des algues pour nous nourrir, et nous entretenons des signaux de fumée pour attirer l'attention d'éventuels secours.
Les nuits sont les plus difficiles, le froid est saisissant, et les bruits de la jungle environnante nous tiennent en alerte. Pourtant, une certaine solidarité s'installe parmi les survivants. Chacun joue un rôle, et ce semblant de communauté nous aide à tenir. Un matin, Romain aperçoit une silhouette à l'horizon. Un bateau peut-être. Nous décidons d'intensifier nos signaux de fumée. L'espoir renaît dans le groupe. Chacun redouble d'efforts, convaincu que le sauvetage est proche. Je me surprends à sourire pour la première fois depuis le crash. Cette vision d'un possible avenir me donne la force de continuer. Quelques heures plus tard, un hélicoptère survole la plage. Les sauveteurs descendent et nous hissent à bord un par un. L'émotion est indescriptible. Je pleure, je ris, je serre la main de Romain comme si je ne voulais jamais la lâcher. Alors que l'hélicoptère s'éloigne, je regarde une dernière fois la plage, cette épreuve qui a changé ma vie. Je pense à Élodie, à mon père et à tout ce que je veux construire désormais. J'ai survécu et je compte bien vivre pleinement.